séjour depuis le mercredi 13 décembre 2023 en Martinique, le président de la République, Patrice Talon, a effectué le jeudi 14 décembre 2023 une visite au fort Tatenson, ce lieu rempli d'histoire où avait été placé en détention à la fin du 19e siècle le roi Béhanzin. En marge de sa visite de travail à Fort-de-France, dans le cadre de l'exposition Révélation Art contemporain du Bénin qui se tient à la Fondation Clément, le président Patrice Talon a visité ce site où a été détenu le roi Béhanzin et sa famille après sa déportation par les autorités coloniales françaises en Martinique de 1994 à 1906. Situé à 88 mètres d'altitude, le fort Tatenson est le dernier fort militaire construit à Fort-de-France au cours du 19e siècle. Il offre une vue panoramique sur la ville de Fort-de-France. Jusqu'en 2004, le fort Tatenson abritait les services d'écoute de l'armée. En 2006, année du centenaire de la mort du roi Béhanzin, il fut le lieu de pèlerinage pour plusieurs délégations, dont notamment celle du Bénin. Depuis juillet 2009, c'est une propriété de la ville de Fort-de-France. Depuis ce mercredi 13 décembre 2023, le président Patrice Talon séjourne à Martinique pour une durée de 4 jours. Cette visite de travail s'inscrit dans le cadre de la valorisation du patrimoine culturel, matériel et immatériel du Bénin au-delà de ses frontières. Aux premières heures de sa visite, le président de la République a eu des moments d'échange avec les volontaires béninois séjournant dans ce département français d'outre-mer. Présent en Martinique dans le cadre de la mise en œuvre du volontariat international de réciprocité rendu possible grâce au partenariat entre l'Agence nationale pour l'emploi et France Volontaire, ces jeunes ont profité de l'occasion pour témoigner toute leur reconnaissance au président Patrice Talon pour les efforts consentis dans la lutte contre le chômage et le sous-emploi. Ce programme de volontariat piloté au Bénin par l'ANPE se révèle être pour ces jeunes des opportunités de partage et d'acquisition d'expérience, d'ouverture à d'autres cultures et de contribution au développement d'un monde meilleur. Faut-il le rappeler, le volontariat international de réciprocité est un principe d'action qui favorise les échanges, les partenariats, les projets en vue d'un rééquilibrage des relations entre pays. Par ce mécanisme, de jeunes volontaires béninois partent sur le territoire français et le Bénin reçoit également des volontaires venus de l'Hexagone. Tout ceci grâce au partenariat existant entre la NPE, structure publique en charge des questions de l'emploi, et France Volontaire. Depuis sa mise en œuvre au Bénin en 2017, une bonne centaine de jeunes béninoises et béninois ont déjà effectué des missions en France. Je citerai par exemple la construction de la seconde phase du projet des FISOL, projet Forson, et aussi la construction, le lancement de la construction d'ici peu d'une troisième centrale sur le même site, ce qui nous conduira à une puissance installée de 75 MW sur le site d'Ilulofine. Le processus de contractualisation en cours pour l'installation d'une autre centrale solaire de 25 MW à Candy. La finalisation des études devant conduire à la contractualisation pour la réalisation de la centrale hydroélectrique de Dogobis. Le projet de construction d'une centrale, alors là on n'est plus en renouvelable, d'une centrale en cycle combiné de 40 MW lancée en mode IPP, donc par un investisseur qui s'appelle Genesis. La poursuite de la préparation du projet de centrale dans la zone économique spéciale de Glodjibé. Au-delà de toutes ces actions au niveau national, il faut noter que cette année 2023 a connu dans notre pays l'inauguration du Centre d'information et de coordination, opérateur du système du marché régional de l'électricité de la CEDEAO, qui a eu lieu donc le mois dernier, le 17 novembre 2023. Je voudrais à travers vous et au nom des PTF saluer le gouvernement pour avoir placé le développement du secteur de l'énergie au cœur du PAG. Les réformes engagées dans notre pays depuis 2021 visent la modernisation des modes d'intervention de l'État en vue d'une efficacité pour la cohésion nationale,
et le rayonnement économique équilibré de nos territoires. La revue sectorielle conjointe est l'aboutissement d'un processus qui implique les acteurs tant au niveau étatique que non étatique. Elle offre l'occasion d'importantes concertations qui ont toujours permis d'examiner dans une approche globale les préoccupations majeures et spécifiques qui pourraient entraver les performances organisationnelles. Spécifiques sur les communes frontalières qui vivent des réalités particulières, situation sécuritaire dégradée, pauvreté multidimensionnelle, enclavement. Quelles sont les perspectives de développement de la zone industrielle GDIZ Glodjibé de Zé en ce qui concerne l'emploi des jeunes et des femmes et sa contribution à la richesse nationale? Perspective de développement de la zone industrielle de Glodjibé. C'est le ministre Shadia Alimatou Assoma du Commerce et de l'Industrie qui a répondu à cette question posée par l'honorable Nestor Noutaï sur la zone industrielle de Glodjibé. Elle a dans son exposé martelé que la GDIZ comprend une zone industrielle, une zone logistique, une zone résidentielle, une zone commerciale sous le principe d'une ville intégrée du travailler et vivre ensemble. Elle est prévue pour être développée en 3 phases. La première phase, c'est 400 hectares, aujourd'hui complètement achevée. La deuxième phase, c'est également 400 hectares. Et la dernière phase, c'est 840 hectares. Elle accueille, entre autres, les industries agroalimentaires et les industries manufacturières. À ce jour, une dizaine d'administrations sont installées au sein du guichet unique de formalités administratives de la zone, dont notamment l'administration des impôts, la douane, l'immigration, la Caisse nationale de sécurité sociale, la Direction générale du travail, l'Agence nationale d'identification des personnes, la police, les sapeurs-pompiers, les services bancaires, ainsi qu'un centre médical. La zone entièrement développée devra intégrer plusieurs autres aspects, comme je disais tout à l'heure, les villes ouvrières, donc les dortoirs ouvriers. Différents projets de fourniture d'électricité et de gaz à la zone sont en place. C'est le cas, par exemple, de la centrale prévue pour être installée à Maria-Gleta, qui a été délocalisée dans la zone, donc pour fournir plus d'énergie aux industries, puisque c'est vraiment le point de compétitivité aussi des produits. Des infrastructures d'alimentation des industries en gaz sont également en cours de construction. Surtout pour le textile, on a besoin de gaz, les usines ont besoin de gaz. Afin de faciliter l'écoulement des produits manufacturiers, un dédoublement des voies est en cours pour assurer une liaison facile et rapide de la zone avec le port autonome de Cotonou. Question 2. Quelle est la superficie totale couverte et celle déjà en exploitation? La GDIZ couvre une superficie totale de 1640 hectares. Donc, comme je disais tout à l'heure, à ce jour, la société d'investissement et de promotion de l'industrie, donc CIPI Bénin, donc c'est la société de gestion de la zone, a achevé le développement de la première phase qui couvre une superficie de 400 hectares. Cette superficie a été mise à la disposition des investisseurs qui développent déjà leurs activités. Question 3. Quel est le nombre d'entreprises déjà implantées et quelles sont les prévisions enregistrées? La GDIZ compte aujourd'hui 36 investisseurs qui ont déjà signé un contrat de réservation de parcelles avec CIPI Bénin. 10 usines sont complètement achevées, 20 sont en cours de construction et 6 industries sont dans le processus d'obtention de leur agrément. CIPI Bénin est en discussion commerciale avec 14 autres investisseurs qui sont en attente de signer un contrat de réservation pour s'installer dans la zone. La GDIZ est donc une zone industrielle intégrée et axée sur la création de florissantes chaînes de valeur allant de l'approvisionnement en matières premières, en passant par la transformation des ressources, jusqu'à l'exportation de produits finis. La GDIZ est stratégiquement située sur une autoroute
reliée à l'aéroport et au port autonome de Cotonou. Elle aura une proximité avec la future voie ferrée pour une meilleure gestion du fret. Donc la G10 dispose d'un guichet unique, un poste de police ainsi qu'une caserne de sapeurs-pompiers parmi tant d'autres installations. Il est désormais possible pour le Bénin d'importer 43 produits au Nigeria. Cette initiative émane de la volonté du président Patrice Talon et de son homologue Bola Ahmed Tinubu à lever les restrictions d'importation des produits entre le Bénin et le Nigeria. L'abolition des restrictions de change sur ces produits alimentaires, industriels, transports et textiles vient remettre en marche la machine de la libre circulation des produits entre Cotonou et Abuja. L'acte a été concrétisé après la rencontre des deux chefs d'État le mercredi 6 décembre 2023. Ça, c'est une bonne initiative puisque cela permet la libre circulation des échanges. Entre-temps, le Nigeria et le Bénin étaient des amis. Et puis, en tout cas, les produits circulaient bien. Mais à un moment donné, ils ont eu à bloquer tout cela. Mais actuellement, on a vu ce que notre gouvernement a fait, les efforts de notre gouvernement, les efforts qu'ils ont eu à consentir, quitte à pouvoir permettre à la libre circulation de ces échanges. Ça nous facilite donc la tâche. Ça nous facilite la tâche. Ça nous permettra aussi d'avoir des produits venant du Nigeria. Et nous aurons des produits venant du Nigeria que le Bénin aussi va s'en procurer prochainement. Alors, c'est une bonne initiative quand même. La démarche est très louable, à condition que cela ne soit pas des produits réexportés. C'est une décision louable. Conditionnalisée. J'ai eu toujours à me poser la question de savoir comment se fait-il qu'un pays comme le nôtre, à côté du grand riche Nigeria, nous n'en profitons pas et nous sommes toujours à l'état naturel, pour ne pas dire à l'état sauvage, c'est-à-dire nous n'avons rien. Chaque jour, je me pose cette question. Au même moment, nous disons que nous avons des têtes pensantes dans le pays. Où sont nos industries qui vont produire pour exporter au Nigeria 41 produits? Où sont ces usines? Où sont les fermes que vous voyez qui vont produire? Les agriculteurs nigérians travaillent déjà à la machine et nos parents au village sont toujours à la roue. C'est malheureux. C'est avec la roue que nous allons produire. Nous n'avons pas de machine pour transformer. Jusqu'à ce jour, la tarification du gari se fait du bois et la poêle et tout. Alors que les Nigériens font du gari industriel. Il y a plein de produits au Bénin dont les Nigériens ont besoin. Il y a plein de produits au Nigeria dont les Béninois ont besoin. Mais les 43 produits dont on a cité, certes c'est bon. Mais, disons-nous la vérité, il y a d'autres choses plus sérieuses qui au Nigeria qui devraient venir ici, qui ne sont pas dans les 43 produits. Tout comme si les Nigériens aussi ont besoin des produits qui sont ici, même si c'est par réexportation, ils en ont besoin, mais qui n'en font pas partie. Moi, je trouve que c'est en quelque sorte une insulte envers notre intelligence, parce que nous voudrions vraiment aller librement en Côte d'Ivoire, au Nigeria, et les Nigériens aussi, je pense qu'eux aussi ont envie de venir chez nous également librement, avec leurs produits. J'espère que tant qu'il n'y aura pas ça, le peuple ne sera pas satisfait. Dans les rues animées de Kinshasa, ils sont des millions qui iront aux urnes le 20 décembre prochain pour choisir leur président de la République. Et le temps d'une journée, Gédéon, 22 ans, qui gagne sa vie en transportant ses compatriotes, entrera dans l'isoloir avec de nombreuses attentes. Je n'ai jamais rêvé d'être chauffeur jusqu'à la fin de ma vie. Je ne suis pas destiné à travailler uniquement pour les gens. Je dois aussi être un employeur. C'est pourquoi je veux retourner à l'école pour réaliser mes rêves. Les jeunes qui constituent un bloc électoral important souffrent de sous-emploi chronique
Plus de 60% des 100 millions d'habitants du pays ont moins de 20 ans. Il y a des jeunes qui ont fait, par exemple, les BTP, ils sont des ingénieurs, mais par curiosité, même si vous les posez des questions, vous allez voir, ils sont dans les commerces, tout ça, transport, tout ça, vous posez des questions, mais la faute est due à quoi? La faute est due au pays. Les jeunes ne sont pas bien encadrés. Les principaux candidats à la présidentielle se sont tous engagés à créer davantage d'emplois. Le président sortant ayant promis 6,4 millions d'emplois en cas de second mandat. Vraiment, de ma part, j'attends de ces élections, premièrement, il faut qu'il y ait la transparence et que la vérité soit observée au niveau des urnes, qu'on vote utile. Et après ça, après avoir voté utile, on espère avoir vraiment des électeurs, des élus compétents. Alors que les jeunes aspirent à avoir beaucoup plus d'opportunités, ils espèrent aussi un retour définitif à la paix dans le nord-est du pays, en proie à des conflits armés depuis des décennies. Au Burundi, tant à Bujumbura, la capitale économique, qu'en province, les glissements de terrain ne cessent de s'intensifier. À chaque pluie, l'anxiété règne parmi ceux qui résident le long de la rivière Ntahangwa. Merci à Dieu car je suis toujours en vie. En cas de pluie, on panique, on craint que tout s'écroule et de se retrouver dans la rivière. À une centaine de kilomètres de Bujumbura, le même phénomène crée la panique. À Cibitoke, plusieurs hectares de culture, certaines habitations ont été englouties par des glissements de terrain. Nous sommes terrorisés parce qu'on risque de se retrouver ensevelis par ces glissements pendant la nuit. Nos enfants, nos familles, nous pouvons tous mourir. Nous voulons dormir en paix, alors nous demandons à l'État de nous installer ailleurs. Nous plaidons pour que d'abord la population puisse être sauvée. Comment? C'est-à-dire qu'il faut déplacer cette population pour quitter cet endroit qui est tout à fait, qui est sur le revoir, et qui est dans un endroit qui est dangereux. À tel point que si jamais on ne fait pas attention, on va se retrouver avec un départ des gens avec ces terres-là qui sont en train de s'écrouler. Pour atténuer ce phénomène, des environnementalistes proposent la stabilisation naturelle. Pour penser au système de stabilisation naturelle en choisissant des essences de culture ou des plantes stabilisatrices. Et là, je fais allusion notamment au bambou, qui est une plante efficace pour deux raisons majeures. Le bambou n'a pas de poids et donc ça ne constitue pas des surcharges supplémentaires. Mais son réseau racinaire est très développé, ce qui fait que ce réseau racinaire contribue à la stabilisation. Ça permet à souder, ça augmente la cohésion au niveau des différentes parties du sol. En 2019, des glissements de terrain dans la province de Cibitoke ont fait plus de 24 morts et plus de 30 personnes portées disparues, sans compter les dégâts matériels. La Somalie a officiellement été admise vendredi comme 8e État membre de la Communauté d'Afrique de l'Est. Le président Hassan Sheikh Mohamud a signé le traité d'adhésion en présence du président du Soudan du Sud, Salva Kiir, président en exercice de la communauté, et du président ougandais Yoweri Museveni lors d'une cérémonie qui s'est tenue à Entebbe en Ouganda. C'est le 24 novembre dernier que l'État somalien, lors d'un sommet des dirigeants à Arusha en Tanzanie, était devenu le 8e membre du groupe. Le président Sheikh Mohamud a déclaré que l'officialisation de l'intégration de la Somalie dans l'Union était une lueur d'espoir pour un avenir plein de possibilités et que son pays se réjouissait de contribuer au progrès de la région. Fondée en 2000, l'EAC a notamment pour but de faciliter le commerce transfrontalier en supprimant les droits de douane entre ses États membres. Elle a établi un marché commun en 2010. Mais l'instabilité sécuritaire dans la région continue d'être source de tensions. De nombreux États membres font face à des conflits armés. La communauté économique des États de l'Afrique centrale a décidé de maintenir ses sanctions contre le Gabon. Décision prise vendredi à l'issue du sommet de cette institution d'intégration régionale à Dibolo en Guinée équatoriale.
La CEEAC, qui a reconnu le caractère paisible et inclusif de la transition gabonaise, a conditionné la levée de la suspension au retour de l'ordre constitutionnel. Tout en tenant compte du caractère paisible et inclusif de la transition politique en cours en République gabonaise et de la nécessité d'accompagner cet État membre vers un retour à l'ordre constitutionnel, la conférence a décidé de maintenir la décision de suspendre la participation du Gabon aux activités de la communauté jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel conformément au texte de la communauté et de l'Union africaine. La levée de sanctions aurait représenté un premier pas vers une réintégration sur la scène internationale près de 4 mois après le coup d'État. Le général Olingi Nguema a promis de rendre le pouvoir aux civils au terme d'une transition. Si le calendrier est respecté, des élections auront lieu en août 2025. Le président malgache Andry Rajoelina s'est engagé à construire une nation plus forte et plus prospère et à se tenir toujours au chevet des plus démunis. Des engagements pris alors qu'il prêtait serment samedi pour un second mandat après sa réélection au premier tour d'un scrutin boycotté par l'opposition. L'élection à Madagascar a été un témoignage de la maturité démocratique de notre nation. Le processus s'est déroulé dans la sérénité, d'une manière pacifique et exemplaire. C'est un signal fort de la volonté du peuple malagasy d'avancer dans la continuité d'un environnement de paix et de stabilité. La cérémonie d'investiture dans la capitale Antananarivo a réuni quelques 50 000 personnes dans le plus grand stade de l'île. L'opposition qui a manifesté pendant plusieurs semaines pour dénoncer un coup d'État institutionnel a également boycotté la cérémonie d'investiture. Ce que j'attends de lui, c'est qu'il accorde une attention particulière aux problèmes sociaux, notamment en matière d'électricité, et qu'il trouve des solutions. En tant que pâtissière, mon entreprise est déficitaire. Notre vie professionnelle est affectée par ce problème d'électricité qui a ruiné notre activité. Plusieurs chefs d'État de la région, Azali Assoumani, président des Comores, étaient présents, Felipe Nyusi du Mozambique, ainsi que le dirigeant zimbabwéen Emerson Mnangagwa. Les Tchadiens ont voté dimanche pour ou contre une nouvelle constitution. Ce nouveau texte censé ouvrir la voie des élections et un retour des civils au pouvoir, promesse de la junte depuis 2 ans et demi, mais repoussée à fin 2024. Le pouvoir et une partie de l'opposition gardent le bon ton. Garant de la transition, je veillerai personnellement à ce que le choix souverain du peuple tchadien soit respecté. J'ai demandé aux Tchadiens de choisir, simplement. Je crois que dans chaque corporation, il y a des défenseurs de la fédération et des défenseurs de l'État unitaire. Dans mon parti aussi, il y en a. En tout état de cause, le jour J du vote, chacun est face à sa conscience. Le vote s'est déroulé sans incident malgré le boycott d'une partie de l'opposition et les résultats officiels sont attendus avant fin décembre. Les électeurs tchadiens votent ce dimanche pour un référendum sur une nouvelle constitution, étape clé vers les élections et le retour à un régime civil. Ce vote est également considéré comme un test décisif pour la famille Déby qui est au pouvoir depuis plus de 3 décennies. Le premier enjeu, c'est le taux de participation. Le second, c'est la crédibilité même du référendum. Parce que de bout en bout, c'est le ministère de l'administration qui a géré le processus. Et dans les provinces, ce sont les gouverneurs. Dans les départements, ce sont les préfets. Donc, c'est carrément porté à bout de bras par le gouvernement qui, en principe, devait être neutre. Une partie de l'opposition et de la société civile appelle au boycott. Elle estime que la constitution proposée n'est pas très différente de la précédente qui concentrait des pouvoirs importants entre les mains du chef de l'État. Il y aura des contestations. Parce que à côté de ceux qui ont appelé pour le non, ceux qui sont pour le boycott et tout ça,
Les gens veulent avoir un contrôle citoyen. Le général Mahamat Idriss Déby, âgé de 37 ans et au pouvoir depuis 2021, a déclaré qu'il se présenterait à l'élection présidentielle de 2024.